Et coucou et bienvenue entre deux pages. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture, les quelques lectures de ma fin d'année 2020. Oui, je sais, ce point lecture arrive très tard, mais là il y a eu beaucoup de vidéos bilan et résolution en vie pour 2021 en janvier. J'ai voulu me tabler là-dessus. Et du coup, vous avez ce point lecture que courant février, je pense. Mais je fais mon point lecture pour ne pas oublier trop ce que j'en pense, tout simplement, et pouvoir vous le présenter. Donc là, dans ce laps de temps, j'ai lu Fils de sorcière de Pierre Bottero. C'est chez Rajo Roman. C'est un petit roman, on va dire 9-10 ans, où on va suivre dans cette histoire Jean Sylvestre, qui est un petit garçon élevé dans une famille de femmes, et de femmes pas comme les autres, puisqu'elles sont toutes sorcières jusqu'à sa petite sœur Lisa, qui a développé ses pouvoirs, et du coup il se retrouve le seul garçon sans pouvoir magique. C'est compliqué, d'autant que ses tantes commencent à disparaître les unes après les autres et il s'aperçoit qu'elles sont transformées en poupées. Voilà, miniaturisées et transformées en poupées par le buveur de magie, si je ne m'abuse. Donc il va enquêter avec sa petite sœur au départ, et il va falloir qu'il ait de l'aide par la suite pour pouvoir déjouer les plans du buveur de magie. C'est tout à fait dans le style de Pierre Bottero. Son style est tout à fait reconnaissable dans ce roman. Si vous aimez Pierre Bottero, vous aimerez cette histoire. C'est très simple par contre, on est loin des univers ultra développés qu'il a pu faire dans Eowyn. Mais c'est super sympa au niveau contemporain du roman, parce que on sent vraiment la vie des années 90, l'enfance dans les années 90, et du coup c'est vrai que ça parle, enfin quand on a vécu son enfance dans les années 90, ça parle. Voilà, pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne vous parlera pas, hein, clairement. Il y a des choses, voilà, il y a des choses qui ne parleront plus à personne, à mon avis, enfin pas aux enfants d'aujourd'hui tout du moins, sur la technologie de certaines choses, les lecteurs cassettes notamment. Voilà, c'est vraiment quelque chose des années 90. Mais voilà, c'est une chouette histoire de famille soudée, et tous les personnages ont vraiment des caractéristiques bien particulières. Le personnage de Jean évolue au fil du roman, comme le personnage de sa petite sœur Lisa. C'est mignon, c'est vraiment très très mignon comme roman, et puis ça se lit très bien, donc à conseiller aux jeunes lecteurs, même si bon, il y a certaines choses qui sont époque dépendantes, qui ne sont plus valables aujourd'hui, mais c'est quand même une très bonne lecture aux aventures. Le deuxième livre que j'ai lu, je vous le mettrai là parce que je l'ai en numérique, c'est Castelwood, le tome 2, La damnée de Castelwood de Michael Druard. On est sur de l'horreur, on est sur une grosse nouvelle, voire novella. On est sur le deuxième tome, donc c'est un préquel au premier tome, qui s'intitule Les enfants de Castelwood. Donc Castelwood est un orphelinat juché sur une colline dans un château complètement lugubre. L'ambiance est posée, hein, vous êtes dans un roman d'horreur, enfin vous êtes dans une ambiance horrifique, et Michael Druard met ça très bien en scène. Le style est vraiment un style d'ambiance. On va suivre dans La damnée de Castelwood la belle Abigail, qui est une jeune femme qui va être embauchée en tant que gouvernante dans cet orphelinat. Sauf qu'elle va s'apercevoir que l'orphelinat n'est pas comme les autres, et autant les enfants que les gouvernantes, ses collègues, sont absolument effrayants. Très 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 effrayants. Il y a des histoires de revenants, il y a des histoires de meurtres, il y a des portraits qui enferment l'âme, il y a une histoire de démons mangeurs d'âme, de pactes démoniaques. C'est voilà. Ouh,
J'en ai des frissons rien que d'en parler parce que moi je suis pas du tout horreur et pour le coup ça a très bien marché sur moi. Mais voilà, le style de Michael Jouard est à découvrir parce que il est vraiment doué dans la manière de poser son atmosphère. C'est vraiment une grande capacité chez lui et j'ai vraiment beaucoup aimé. Moins sur les personnages parce que bah, on est sur des nouvelles donc on a moins le temps de poser la psychologie des personnages. Bien que le personnage de, plus son nom, mais la petite qui est un fantôme, et la Miss Peterson ou Petersen, la gouvernante un peu sec, sont très bien décrites et prennent le pas même sur Abigail, sur le personnage principal. L'entité de la damnée est absolument effrayante. J'ai un peu de mal à la décrire, enfin, la description qui en est faite est assez nébuleuse. Voilà, ça participe à l'ambiance horrifique de ces nouvelles. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de découvrir d'autres choses de Michael Druard parce que voilà, il a vraiment cette faculté de mettre dans l'ambiance. Ensuite, j'ai lu ça. C'est mon coup de cœur roman de ce point lecture. Donc j'ai lu Le regard des princes à minuit de Eric Lhomme chez Scripto que j'ai reçu à Noël et que j'ai lu dans la foulée. C'est un très court roman. On va suivre 7 duos de garçons qui vont se retrouver à faire des épreuves initiatiques pour rentrer dans une confrérie chevaleresque tout simplement, qui n'est pas sans rappeler les chevaliers de la table ronde puisqu'on est vraiment dans une inspiration de légendes arthuriennes. C'était extrêmement bien écrit, bien mené. On est sur des épreuves toutes plus dingues les unes que les autres. Il y a une histoire de nuit en forêt de Brocéliande, il y a une histoire de nuit, c'est toujours la nuit, mais il y a une histoire d'escalade de Notre-Dame. Il y a une séance de danse médiévale dans un parking. il, y a, il y a des trucs complètement fous dans ce bouquin. C'est complètement dingue. Mais c'est extrêmement bien écrit et ça vous transporte. Eric Lhomme a vraiment cette faculté de vous transporter dans ses histoires, même si c'est plusieurs petites histoires qui sont reliées à la toute fin. On est vraiment dans cette ambiance. Et ah oui, il y a un passage Fight Club aussi. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est un truc de fou. En fait, il y a des références dans ce. En plus, les références, c'est vraiment la pop culture. Il y a du Matrix, il y a Albator, il y a Oui Fight Club. Il y a plein de choses au niveau référence. Et en fait, à chaque fois, chaque fin de chapitre, on a un petit adage, une petite maxime, une philosophie à respecter, un adage quoi, avec un petit passage. Alors je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui existe, mais j'irai le lire volontiers. Un passage des 7 bacheliers ou l'épreuve périlleuse de Côme d'Alérac, publié en 1190. Je ne sais pas si c'est un extrait fictif d'un manifeste dont il est question dans le livre, ou si c'est vraiment quelque chose qui a été écrit, parce que je sais que il est évoqué dans le roman que les bacheliers à l'époque arthurienne, en fait, c'était les apprentis chevaliers. Il y a des extraits en fait de ce manuscrit à l'intérieur, notamment la typographie change selon qu'on parle au présent ou au passé. Attendez, j'essaye de vous trouver un passage parce que c'est assez bien décrit. En fait, on change de typo, on change de typographie. Là, on est au présent et là, on est dans cette ces fameux extraits. Je trouve que c'est bien trouvé, comme il dit. Le fait que ça soit sous forme de court récit avec chaque personnage, c'est super bien trouvé. Et les duos, alors on est sur des duos la plupart du temps masculins quand même. Il y a peu de personnages féminins. C'est le petit bémol
mais très léger, hein, parce que voilà, si on part sur la légende arthurienne, il y a peu de femmes. Fatalement, là, il y en a peu aussi. Il y en a quelques-unes quand même. Notamment le personnage de Mathilde que j'ai beaucoup aimé. C'est un personnage qui m'a inspiré beaucoup de choses. Les personnages en tant que tels sont plus des allégories que vraiment des personnages fouillés parce que les nouvelles doivent faire une dizaine de pages. Donc on ne peut pas fouiller un personnage en 10 pages, c'est pas possible. Mais c'est ce que ça représente, ce roman d'éloge de la liberté en fait. Un éloge de la liberté et de l'aventure, oser, oser faire des choses qui paraissent complètement folles pour vivre intensément. C'est ça, ce roman. Et c'est vraiment très très beau. Je termine ce point lecture avec 2 mangas que j'ai lus en fin d'année. J'ai commencé par La petite faiseuse de livres de Miya Kazuki chez Ototo. Donc il m'a été offert pareil à Noël et que j'ai lu dans la foulée. Donc là on va suivre une étudiante passionnée de livres qui se fait écraser par sa bibliothèque et qui se réincarne dans une petite fille de 4 ans qui s'appelle Mei. Et Mei vit à Ehrenfest, qui est une ville où les livres sont destinés aux seuls nobles et aux gens riches. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas vivre sans livres. C'est impossible pour elle. Donc elle va chercher par tous les moyens à s'en procurer. Et quand elle va se rendre compte que ça va pas être possible de s'en procurer par la voie naturelle pour elle, c'est-à-dire l'achat d'un livre déjà fait, déjà produit, parce que c'est extrêmement cher, elle va se renseigner pour savoir comment créer ses propres livres. Et donc on va suivre là ses balbutiements dans ce monde qu'elle ne connaît pas, avec des codes qu'elle ne connaît pas, une langue qu'elle ne connaît pas. C'est assez perturbant au départ parce qu'elle a des réactions, d'ailleurs c'est perturbant aussi pour sa famille, parce que ses parents et sa sœur, parce qu'elle a des réactions d'adulte sur beaucoup de choses, alors que c'est une gamine de 4 ans, donc c'est un peu bizarre sur certaines choses. Après on s'y fait. À la fin du premier tome, on s'y fait. C'est extrêmement mignon. En fait, elle est rattrapée, elle a une espèce de raisonnement logique d'adulte et elle est rattrapée par ses réactions spontanées d'enfant de 4 ans. Voilà, par son corps, elle a des problèmes en fait pour ouvrir les portes, elle a des problèmes pour marcher longtemps. Enfin, c'est des choses auxquelles on ne pense plus quand on est adulte, mais forcément oui. On a des problèmes pour ouvrir les portes quand on a 4 ans parce qu'on n'atteint pas la poignée. On a des problèmes pour marcher longtemps parce qu'on a des petites jambes et qu'on se fatigue vite. Enfin, il y a vraiment des choses comme ça qui sont logiques dans le personnage et du coup ça apporte vraiment une vraisemblance à ce personnage parce que elle a pas tous les pouvoirs quoi. Elle est vraiment emprisonnée dans son statut de petite fille et il va falloir qu'elle s'y fasse et même si elle trouve des moyens et des expédients pour justement assouvir sa passion, ça va être compliqué quand même. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Je trouve les graphismes absolument trop mignons. Elles sont trop mignonnes. C'est Mei et sa sœur et c'est une très bonne série. Et j'ai le deuxième tome qui m'a été offert aussi en cadeau et je vais le lire très prochainement. Franchement, c'est une série que je vous conseille si vous êtes amateur de livres et d'intrigues mignonnes et de personnages principaux qui évoluent, qui a une bonne évolution sur un premier tome. Lancez-vous parce que c'est très chouette. Et le dernier livre que j'ai lu voilà, ces derniers temps, c'était Alpi the Soul Sender de Rona chez Kiun. Là, on est en seinen. On va suivre Alpi qui est une jeune soul sender, c'est-à-dire une sorcière, sorte de sorcière, qui va avoir des capacités pour permettre aux grands esprits de la nature, qui sont des grands animaux, une fois qu'ils meurent, de permettre à leur âme de rejoindre le soleil via un rituel très précis.
et d'éviter surtout que leur corps ne pourrisse et ne rejette une espèce de boue noirâtre et corrosive qui peut tuer les humains et qui force justement certains villages à s'expatrier et voilà, à être complètement vide de toute vie parce que cette boue est complètement nocive. On est sur un style très épuré, mais ça me fait beaucoup penser à l'atelier des sorciers au niveau du style graphique. Après, les relations entre Alpi et Pelenai, qui est son assistant, qui est un vieil homme qui remplace ses parents en fait, un petit peu, parce elle est partie à la recherche de ses parents qui sont aussi des Soul Senders. Et Pelenai l'assiste en fait dans ses rituels et la soigne aussi beaucoup parce qu'elle prend cher quand même. Elle prend cher dans le premier tome. C'est assez sombre quand même au niveau des relations interpersonnelles. Parce que hormis cette relation qu'elle a avec Pelenai, elle est très solitaire et les gens la prennent un petit peu pour un objet, quoi. C'est oh super, une Soul Sender, elle va nous sauver. Et puis en fait, elle n'a pas trop de rétribution, elle n'a pas de reconnaissance vraiment, ou alors c'est une reconnaissance de folie. La vision qu'ont les gens de ces mages, qui est vraiment très intéressante parce que très variée. Et le personnage elle-même de Alpi, quand elle n'est pas en mode Soul Sender rituel, est très enfantine, alors que quand elle l'est dans sa profession, elle se transcende en fait, elle est vraiment, elle fait très adulte avant l'âge. Il y a tout un côté aussi sur la purification que nécessite cette profession qui est vachement intéressante parce que on retrouve un peu le côté qu'on peut avoir dans Princesse Mononoke, de la corruption des grands esprits de la nature. Je trouve que c'est bien trouvé et c'est une série très très intéressante. On est sur des chapitres à épisodes. Donc c'est plusieurs épisodes, elle va dans plusieurs villages, il se passe telle chose. Enfin, ça se suit assez bien. C'est pas un tome unique où à la fin on a vraiment un cliffhanger de fou où on veut la suite. Mais c'est un personnage phare. Moi, ça m'intéresse de savoir la suite de cette série. Et voilà, c'est fini pour ce petit point lecture de mes lectures de fin d'année 2020. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez aimés ou pas et pourquoi. Et puis si je vous ai donné envie d'aller les lire, n'hésitez pas à me le dire non plus en commentaire. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!